Bonjour mes chers amis, et merci de me rejoindre pour une nouvelle histoire. Celle d'aujourd'hui est l'une des plus difficiles que j'ai eu à raconter. C'est l'histoire d'une humiliation silencieuse, une de celles qui ne laissent pas de bleu sur la peau, mais qui brise l'âme. Imaginez Sophie, 80 ans, assise dans la cuisine de son propre fils. Devant elle, une assiette en plastique. L'intérieur, une nourriture à l'odeur étrange. Sa belle-fille lui sourit et lui dit que c'est plein de protéines. Sophie a compris. Ce n'était pas un repas, c'était un message. On venait de lui servir de la nourriture pour chien, pensant qu'à son âge, elle ne verrait pas la différence. Face à cet acte d'une cruauté impensable, beaucoup auraient crié. Mais Sophie, elle, n'a rien dit. Elle a agi en silence. Restez avec moi pour découvrir comment cette femme de 80 ans, que l'on croyait fragile et soumise, va organiser sa fuite et donner une leçon inoubliable sur la dignité. Elle a posé l'assiette devant moi sans un mot. Une vieille assiette creusée en plastique, un peu rayée. Là-haut, j'espérais un repas chaud, j'ai vu cette masse grise compacte avec une odeur que je ne pouvais pas décrire. Pas vraiment mauvaise, mais pas humaine non plus. J'ai cru que c'était une erreur, mais elle m'a regardé en souriant. Un sourire sec, presque satisfait. C'est pique-toi, maman, c'est plein de protéines et ça se garde longtemps. Je n'ai rien dit. J'ai baissé les yeux. J'étais dans leur cuisine à Soissons sur une chaise qu'on avait tirée à l'écart. Mon fils était sorti faire des courses. Ma belle-fille, elle était restée et m'avait servi cette chose. Je n'avais plus de dents depuis longtemps. Je ne pouvais pas croquer, pas réellement sentir l'ego. Mais là, quelque chose en moi a su. Ce n'était pas un plat, ce n'était pas un repas, c'était un message. Je me suis penchée, j'ai senti et j'ai compris. À mon âge, je crois qu'on a tout vu, tout enduré, mais non, ce jour-là, j'ai su ce que c'était que d'être traitée moins bien qu'un chien. Elle m'a donné de la nourriture pour chien et elle pensait que je ne verrais pas la différence. J'avais 80 ans et je venais de comprendre que la fin de ma vie ne serait pas une descente douce vers la paix, mais une glissade brutale dans l'humiliation. Je n'avais plus mon appartement, je l'avais vendu pour m'installer chez eux, pensant que c'était la solution, que vivre avec mon fils serait plus sûr que de finir seul. Dans un EHPAD, on m'avait dit ce sera mieux pour tout le monde. Mais à table, je mangeais à part, pas toujours la même chose. Parfois des restes, parfois un bol sans couvert. Mon nom était devenu un rat dans la bouche de ma belle-fille. Elle a encore sale le plaid, elle a encore laissé couler la cafetière. Elle oublie, elle gâche, elle cote. Je n'étais plus une mère ni une grand-mère. J'étais une charge et le pire, c'est que mon fils lui faisait semblant de ne rien voir. Quand il rentrait, je lui souriais par réflexe, par habitude. Il me demandait si tout allait bien et je disais oui, bien certes, comme toujours. Mais ce jour-là, devant cette assiette, je n'ai pas pu. Je n'ai pas touché au contenu. J'ai posé la cuillère doucement et j'ai regardé la fenêtre. J'ai pensé, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? J'ai repensé à mon mari Louis, mort il y a déjà 20 ans. Lui au moins, il m'aurait défendu. Il m'aurait dit debout, élève la voix, ne te laisse pas faire. Mais il n'était plus là. Et moi, je tremblais à l'idée de finir mes jours à manger de la pâtée pour chien pendant que les autres découpent leur viande à table. J'étais réduite à leur tolérance, à leur bonne volonté, à leurs caprices. Et ce jour-là, j'ai compris que quelque chose devait changer. Pas eux, moi, je ne savais pas encore quoi faire ni comment, mais je savais que le silence n'était plus une option. Car si je restais muette, la prochaine fois, elle ne ferait même plus semblant. La prochaine fois, elle poserait la gamelle à mes pieds et elle me regarderait m'incliner pour la paix. Je n'ai pas toujours mangé à part sur une chaise branlante avec une cuillère en plastique. Je n'ai pas toujours été celle qu'on traite comme un meuble usé des places au gré des humeurs. Avant d'être une vieille femme dans une cuisine hostile, j'ai été une épouse, une mère, une couturière fière de ses mains. J'ai été vivante, j'ai été aimée. Je suis née aimée. Au Laon en 1935, dans une maison en torchis où les murs étaient froids mais les rires fréquents. Nous n'avions pas grand-chose, mais ma mère chantait pendant qu'elle pelait les pommes de terre et mon père rentrait chaque soir avec de la cire dans les poches et des baisers plein les joues appris, tot à faire des ourlets, à repasser sans brûler le drap, à tenir une maison mais aussi à tenir ma dignité, puis est arrivé Louis. Il était charpentier, le dos large, le regard clair et une patience que je n'avais jamais vue chez un homme. Il parlait peu, mais quand il disait « Je t'aime », on aurait cru que la terre s'arrêtait de tourner pour l'écouter. On s'est mariés en 1957. Une robe cousue par mes soins. Une promesse prononcée avec les doigts entrelacés, sans témoin riche, sans photo de magazine. On a tout construit à deux. Un petit pavillon dans le quartier Saint-Crepin acheté à crédit, des enfants, 3, 2 filles, un garçon. C'est ce dernier Jean-Louis qui m'a conduite ici, à cette chaise, à ce repas silencieux, à cette humiliation. Mais je ne veux pas parler de la fin tout de suite. Il faut parler des jours heureux, des dimanches passés à piquanquer au bord de l'Inn, des galettes des rois maisons, des heures que je pâchais à recoudre les peluches trous.
J'ai vu mes enfants grandir avec fierté. Je me levais avant tout le monde. Je faisais tourner la machine à coudre pendant que Louis posait des volets ou réparait une clôture. On n'était jamais partis en vacances loin, mais on riait autour d'un melon partagé. On fêtait les anniversaires avec du vin de cassis et un gâteau aux amandes. J'ai sacrifié beaucoup. Oui, ma carrière, mes loisirs, mes nuits, mes reins, mes dents. Je me suis privée de coiffeurs pour payer leurs fournitures. J'ai travaillé à domicile jusqu'à 168 ans, cousinant pour les dames du centre-ville, reprisant des costumes de théâtre sans jamais me plaindre, parce que c'était normal, parce que je croyais que donner c'était aimer. Quand Louis est tombé malade, j'ai tenu la maison à bout de bras. C'est moi qui l'ai lavé, nourri, porté parfois. Pria souvent, il est mort dans mes bras un matin d'hiver. J'ai cru que ma poitrine se fendait de l'intérieur et pourtant j'ai continué. J'ai rangé ses affaires, fermé les volets, écrit les cartes de remerciement. Je suis restée seule 1 an, 2 ans, 3 et puis Jean-Louis a proposé. Il avait une maison à étage, une chambre libre. Il disait, tu sais maman, maintenant que papa est parti, ce serait plus simple que tu viennes vivre avec nous. Tu n'as plus besoin de payer un loyer et puis tu seras avec les enfants. Il n'avait pas tort, j'avais 84 ans. Mes jambes flanchaient parfois, les escaliers devenaient une montagne et j'étais fatiguée. Fatiguée de manger seule, de dormir sans bruit, de répondre au téléphone pour entendre le silence. Alors j'ai accepté. J'ai vendu mon 2 pièces, versé une partie à Jean-Louis. Pour les frais, j'ai vidé mes armoires, gardé 3 robes, 2 manteaux, un petit coffre de souvenirs et je suis arrivée chez eux avec un cœur plein d'espoir et une valise trop légère. Au début, tout allait bien. On m'avait installée dans une petite chambre au rez-de-chaussée. Je préparais encore des soupes, j'allais chercher le pain, je faisais des puzzles avec les enfants. J'écoutais les disputes conjugales en silence comme un meuble témoin. Puis tout s'effritait de petit à petit. On a cessé de m'inviter à table. On me servait plus tard ou à part, on disait elle mange lentement ou elle n'aime pas tout ça de toute façon. Et j'ai accepté parce que j'ai toujours préféré le compromis à la dispute, parce que j'étais encore dans la logique du c'est chez eux, pas chez moi, guillemets, double point, puis sont venus les reproches voilés. Une remarque sur l'eau chaude que je consommerais trop, sur la lumière que j'oublierais d'éteindre, sur les taches que je laisserais sur le canapé. Et toujours, je m'excusais. Je riais doucement. Je disais, ce n'est rien. Je ferai attention comme une élève faux devant une maîtresse trop pressée. Et Jean-Louis, il ne disait rien. Il regardait ailleurs. Je me suis effacée lentement, jour après jour, jusqu'à ne plus reconnaître ma propre voix. Je vivais dans une maison où personne ne me parlait plus que 2 minutes par jour. Mais même dans le silence, il y a une limite. Et ce jour-là, face à l'assiette plastique, face à l'odeur tiède, j'ai su que cette limite avait été franchie, car on ne donne pas de la nourriture pour chien à une femme qui vous a donné la vie. Me mets pas par erreur, me mets pas pour rire, me mets pas parce qu'elle ne s'en rendra pas compte et surtout pas à une mère. J'aurais pu crier, j'aurais pu jeter l'assiette au sol, hurler que je ne suis pas un chien, que je suis une femme, une mère, une veuve, une grand-mère. J'aurais pu gifler cette belle fille qui, sans un mot, m'avait servi une humiliation tiède dans un plastique rayé. Mais je n'ai rien fait parce que la colère à 80 ans ne sort plus comme avant. Elle se replie à l'intérieur, elle creuse, elle fait moins de bruit, mais elle ronge plus profond. Je suis restée assise là, les mains posées sur mes genoux, à fixer cette masse grise dans l'assiette. Mon cœur battait doucement, trop doucement, comme s'il voulait s'éteindre discrètement. J'ai levé les yeux vers elle, elle souriait toujours. Pas de pitié, pas de gaine, non, une sorte de satisfaction tranquille, comme une épreuve réussie, comme si elle avait franchi une étape, me tester, me mesurer, me faire taire sans dire un mot. Je me suis levée lentement, j'ai dit « je n'ai pas faim, merci », et je suis retournée dans ma chambre. Ce n'était pas vraiment une chambre. C'était un ancien bureau qu'ils avaient vidé à la va-vite. Un lit, une place, une table bancale, une commode dont 2 tiroirs coinçaient. Mes affaires tenaient dans un placard trop bas dont la porte grinçait chaque fois que je l'ouvrais. Il n'y avait pas de verrou, même pas un rideau épais pour fermer la lumière, un matelas trop dur et une lampe de chevet clignotante qu'on n'avait jamais pris la peine de remplacer. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. Il y avait sur la commode une photo de moi plus jeune avec mes 3 enfants au bord de la mer. Nous rions tous, même Jean-Louis avec ses grandes oreilles et ses genoux crottés. Je l'avais tant aimé, je l'aimais encore, même après tout ça, mais je me suis dit ce jour-là, l'amour ne suffit pas. Parce que ce que j'avais reçu ces derniers mois, ce n'était pas du désintérêt, c'était du mépris, lent, ainsi insidieux, quotidien, et c'était pire parce qu'il était déguisé en aide, en accueil, en solution familiale. J'étais venue pour ne pas finir seule et je me retrouvais plus seule que jamais. Oh, quoi bon rester dans cette maison où je n'étais ni écoute, ni regardée, ni nourrie dignement.
Je pensais parfois à appeler ma fille au nez, mais elle vivait loin, à Dijon. Elle avait ses problèmes, un mari au CMAJ, un enfant malade, et puis elle n'aimait pas les conflits. Si je lui disais la vérité, elle soupirait et me dirait d'être patiente, qu'un malentendu n'est pas une guerre. Mais ce n'était pas un malentendu, c'était un système, un mode de vie, et moi j'y étais prisonnière. Les jours suivants, elle ne m'a plus reparlé du repas comme si rien ne s'était passé, comme si j'avais rêvé. Mais à partir de ce moment, je n'ai plus pu manger. Chaque fois que je voyais mon assiette, j'avais la nausée. Même un potage, même ton pote me semblait suspect. Et Jean-Louis, il posait à peine les yeux sur moi. Il parlait en souriant, mais pas à moi. Il m'embrassait sur la joue sans chaleur, comme on tape sur l'épaule d'un collègue qui dérange. Je dormais mal. Je me réveillais au moindre bruit et le matin, quand je me regardais dans la glace, je me disais « Tu n'as plus de place ici, tu es juste toléré ». Et encore un soir, alors qu'ils étaient tous sortis au cinéma, j'ai fouillé dans ma valise. Au fond, sous les chemises pliées, j'avais glissé une enveloppe. Johnny Froissart, c'était une lettre de mon notaire datie de 3 ans. Il m'écrivait après la vente de mon appartement pour me rappeler que j'allais placer une petite somme en assurance vie au cas où. Je n'y avais plus pensé, mais maintenant ce cas où prenait tout son sens. Je me suis assise à mon bureau. J'ai pris un cahier, un vieux stylo bille et j'ai écrit une phrase, une seule, je ne veux plus finir comme ça. Puis j'ai refermé le cahier et j'ai commencé à penser, pas à fuir, à me défendre silencieusement mais avec lucidité. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'ils partent tous. La maison était vide. Enfin, pas un bruit. Même le vieux chien du voisin, qui aboyait habituellement au moindre passage, semblait dormir ce jour-là. Il faisait froid un de ces matins de février où les fenêtres respirent tendues et où les murs semblent vouloir vous garder dedans. Mais moi, j'avais décidé de sortir. Je me suis habillée lentement, mon vieux manteau gris, celui que j'avais gardé, même si Camille le trouvait dépassé. Mes gants de laine, mon sac noir avec la fermeture usée et la doublure accommodie, et l'enveloppe, celle du notaire, je l'ai glissée contre ma poitrine sous mon gilet. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, mes genoux grinçaient. Chaque pas était une négociation avec la fatigue, mais je tenais bon. Je suis montée dans le bus 551, direction centre-ville de Soissons. L'accueil de la banque, on m'a regardé avec ces yeux que je connais bien. Les yeux qui jugent, qui hésitent, une vieille dame seule, vote au souffle court, ça fait peur. Au pire, ça dérange. Mais j'ai parlé d'une voix claire, une voix que je ne m'étais pas entendue depuis longtemps. Je voudrais accéder à mon contrat d'assurance vie. Monsieur Jacouroy est mon notaire. Il a conservé les documents. La jeune employée m'a demandé une pièce d'identité. Je l'ai tendue, mes mains tremblaient un peu. Elle m'a dit d'attendre. Elle est revenue après 10 longues minutes. Vous êtes bien bénéficiaire. Le contrat est actif. Il est possible de faire des modifications ou des retraits partiels. Voulez-vous prendre rendez-vous avec Monsieur Aubois? J'ai souri doucement. Non, je préfère m'y rendre directement. Aujourd'hui, je suis sortie de la banque, le cœur en sursaut. Je n'avais plus l'habitude de prendre des décisions, mais j'en avais assez de survivre dans une maison où on me traitait comme un fardeau. Alors, j'ai pris un taxi. J'ai dépensé 27 que je n'avais pas prévu de dépenser, que je n'avais pas prévu de dépenser. Chez Maître Aubois, l'accueil a été tout autre. Madame Sophie, quelle surprise! Je ne vous attendais plus. C'est parce que j'ai trop attendu. Justement, je me suis assise, j'ai retiré mes gants et j'ai tout dit. Pas avec des larmes, pas avec du pathos, juste les faits, la solitude, l'isolement, le repas au goût de honte, les regards qui effacent, les journées sans voix, le silence qu'on vous impose pour ne pas déranger, le sentiment de devenir un fantôme vivant dans la maison de son propre fils. Il n'a pas pris de notes tout de suite, il a juste écouté. Puis il a dit « Vous avez tous vos droits et toute ma confiance. Voulez-vous rédiger une nouvelle clause bénéficiaire? Modifier vos dispositions successorales, protéger ce qui vous appartient encore ?» J'ai dit oui d'une voix calme, sir. Je veux retirer mon fils et sa femme de tout ce qui me concerne. Je veux qu'ils ne puissent plus rien toucher et je veux préparer mon départ. Pas ma mort, mon départ d'ici. Nous avons travaillé ensemble toute l'après-midi. Il a contacté une résidence pour personnes autonomes à 30 km de Soissons, une maison rénovée dans un ancien couvent. Petite chambre individuelle, jardin potager, 3 repas par jour et des chats. J'ai réservé une chambre pour le mois suivant et j'ai donné procuration pour bloquer les comptes partagés que j'avais ouverts à la demande de mon fils. Puis je suis rentrée pas triomphante, pas vengée, juste debout. Dans l'entrée, Camille m'attendait. Elle m'a regardée de haut en bas. « Tu étais sortie sans prévenir. » J'ai haussé les épaules. J'avais besoin d'air. Elle a fronça les sourcils. « Et tu vas haut comme ça tous les jours maintenant? Tu complotes ?» J'ai souri. Je prépare ma retraite. Elle a ricané et m'a tourné le dos. Mais moi, dans ma poche, j'avais un double de clé d'un endroit nouveau. Un lieu où on ne poserait pas une assiette de plastique devant moi. Un lieu où mon prénom ne serait pas murmuré avec agacement, mais prononcé avec attention.
Et je me suis dit ce soir-là, en allant me coucher, tu as mis quoi train à t'appartenir à nouveau, mais tu y es arrivé. La suite, je la préparais déjà. Silencieusement, avec précision, il n'avait rien vu et c'était parfait ainsi. Je n'ai rien dit pendant les jours suivants. Je souriais, je faisais la vaisselle, je répondais au bonjour comme si de rien n'était. J'observais qu'Amie avait recommencé à me donner des soupes prêtes à l'emploi, tièdes, insipides. Je les mangeais sans commentaire. Jean-Louis partait tôt le matin et rentrait tard. On échangeait à peine quelques mots. Personne ne se doutait que j'avais déjà pris ma décision, que dans 2 semaines je partirais, que j'avais déjà signé le contrat de la résidence, qu'un taxi privé viendrait me chercher au petit matin. C'est un curieux sentiment que celui de préparer sa propre fuite sans que personne ne vous en empêche, justement parce que personne ne s'en soucie. Je me suis mise à trier mes affaires en silence. J'ai emballé mes souvenirs dans des sacs de course, j'ai plié mes chemises, mes tricots, mon livre de prière, le cahier, où j'écrivais parfois la nuit pour ne pas hurler. J'ai même glissé une photo de lui dans mon sac à main. Il me regardait avec ses yeux pleins de bonté. Il aurait approuvé. Les enfants, mes petits-enfants, ne me voyaient plus. Trop occupés, trop fatigués. L'un jouait en ligne, l'autre ne quittait plus sa chambre. On ne me demandait plus si j'avais faim, si j'avais froid. J'étais devenue du mobilier, une porte qui grince, une horloge en panne, une tache sur le mur. Mais moi, j'étais lucide. Je notais chaque jour dans mon agenda G13, 12 et 11 et 11. Et puis un soir, Camille a fouillé dans mes affaires. Je l'ai surprise dans ma chambre, penchée sur mes tiroirs. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé. Elle s'est redressée, pas gainée. Je cherchais tes papiers. Jean-Louis voulait vérifier quelque chose pour tes remboursements. Je n'ai pas insisté, je savais. Elle avait deviné que quelque chose se tramait. Son instinct, le même qui l'avait poussé à tester mes limites avec cette gamelle de chien. Elle avait senti que j'échappais à son emprise. Le lendemain, elle m'a apporté une assiette de blanquette, une vraie, bien présentée, avec des carottes fondantes et du riz. Elle s'est assise devant moi, a attendu que je mange. Je l'ai regardée, j'ai pris la cuillère, j'ai goûté, j'ai dit « c'est bon ?» Elle a souri. « Faut, tu vois, quand tu veux ?» Je n'ai pas répondu. J'ai terminé l'assiette lentement comme un dernier acte. Le soir même, j'ai mis mes derniers objets dans un sac, ma botte de couture, mon vieux réveil et la petite croix en bois que j'avais clouée au mur. J'ai posé une enveloppe sur ma table de chevet. Dedans une lettre pour Jean-Louis, mon fils, j'ai tout donné. J'ai vendu mon logement pour vivre avec vous, pensant trouver de la chaleur, de l'amour, un peu de paix. Mais j'ai trouvé l'effacement, le froid, l'humiliation. Je pars, je ne vous demande rien. Je reprends simplement ce qui m'appartient. Ma dignité, ne me cherchez pas, je ne suis pas perdue. Guillemets double point, j'ai signé maman. Le jour J, je me suis levée avant tout le monde. J'ai enfilé mon manteau gris, attrapé mes sacs et je suis sortie en silence. Le taxi m'attendait devant la grille. Le chauffeur m'a ouvert la portière avec gentillesse. « Vous partez en vacances, madame ?» J'ai souri. « Non, monsieur, je rentre chez moi et nous avons quitté Soissons. Sans un bruit, sans un cri, mais avec toute la force du silence. Le silence a une odeur. Celui de cette matinée, la sentait le pain frais, le linge propre et le bois ancien des escaliers. En mon arrivée dans la résidence Saint-Paul, l'ancienne abbaye reconvertie en foyer pour dames autonomes, j'ai cru que je rêvais. Il y avait des géraniums aux fenêtres, un charreau qui se promenait librement entre les jambes des résidentes et surtout des sourires de vrais sourires. La directrice, une femme de mon âge, à la voix douce et aux gestes précis, m'a accueillie comme si elle m'attendait depuis toujours. « Ici, Madame Sophie, vous êtes chez vous. Pas une pensionnaire, une personne. » Elle m'a conduite dans ma chambre, petite mais claire. Un lit avec une couette moelleuse, une vraie armoire, une fenêtre donnant sur le potager et surtout une clé. Une clé à moi, une porte que je pouvais fermer, une vie que je pouvais ouvrir. Le premier repas fut un festin, pas pour ce qu'il y avait dans l'assiette une simple quiche aux poireaux, une salade verte, une mousse au chocolat, mais pour la façon dont il fut servi. Avec respect, avec chaleur, avec mon prénom. Je n'étais plus la vieille, la belle-mère, elle Jeanne. Je mangeais lentement, les mains calmes, et je savourais plus que la nourriture, je savourais la considération. Une semaine plus tard, Jean-Louis a appelé. La directrice m'a attendu le téléphone. « Votre fils, Madame Sophie ?» J'ai hésité une seconde, puis j'ai pris le combiné. « Maman, c'est moi. » Sa voix était tendue. Il cherchait ses mots. « Tu es bien arrivée ? Oui, tu ne m'as rien dit. Tu es partie comme une voleuse. » Je me suis redressée. « Non, Jean-Louis, comme une femme qui n'avait plus sa place. » Il a soupiré, puis sa voix a changé de ton. Camille est furieuse. Elle dit que tu nous as humiliés, que tu nous dois des explications et de l'argent. Je n'ai pas crié, je n'ai pas haussé le ton. J'ai dit simplement « Je ne vous dois rien. » Tout ce que vous aviez, je vous l'ai donné, et ce que j'ai gardé, je l'ai confié à mon notaire.
Silence. Puis une phrase qu'il n'aurait jamais osé me dire auparavant. Tu as modifié ton testament? J'ai répondu. J'ai modifié ce que j'étais prête à tolérer et j'ai raccroché. Le soir même, j'ai écrit une nouvelle lettre, pas pour Jean-Louis, pour moi. J'ai écrit noir sur blanc. Je suis partie non pas pour me venger, mais pour ne plus être détruite. Et j'ai rangé ce papier dans mon journal. Les semaines ont passé. Je me suis fait des amis. Madeleine, ancienne institutrice toujours élégante. Lucienne, qui récite des poèmes par cœur au petit déjeuner, et Solange, douce comme une tisane chaude qui tricote pour les enfants de l'hôpital. Chaque jour, j'ai repris un peu de moi. Mon dos s'est redressé, ma voix s'est posée, mon regard s'est éclairé. Et un matin de printemps, alors que je taillais un rosier dans le jardin, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Madame Sophie, je me suis retournée. Camille, derrière elle, Jean-Louis, les yeux baissés, les épaules vauttées. Ils n'étaient plus les mêmes. Vide, il semblait chercher quelque chose qu'il ne savait plus nommer. Camille attend un sourire. On aimerait parler et t'expliquer. Je les ai regardés longuement, puis j'ai dit, il n'y a plus besoin d'explication. Vous m'avez déjà tout dit avec vos gestes. Ils ont rougi. Camille a murmuré. On ne voulait pas. On n'a jamais voulu que tu partes comme ça. Moi si. Jean-Louis a levé les yeux. Tu vas vraiment tout nous retirer? Je ne retire rien. Je reprends ce qui m'a toujours appartenu. Ils n'ont rien dit, ils ont compris, je leur ai tourné le dos et j'ai continué de tailler mon rosier. Ce jour-là, j'ai senti qu'une justice silencieuse venait d'être rendue. Pas dans un tribunal, pas dans un éclat, mais dans le calme, dans ma voix ferme, dans mon dos droit et dans leur visage figé devant une femme qui croyait détruite. Je vis désormais dans un lieu où l'on m'appelle par mon prénom, où le personnel toque avant d'entrer, où les repas sont partagés dans une grande salle pleine de rires étouffés et d'odeurs rassurantes de soupe aux légumes et de thym maison. Je vis dans une chambre où chaque objet m'appartient, où chaque silence n'est plus une punition, mais une paix retrouvée. J'ai 80 ans et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai plus peur de me réveiller. Il y a des après-midi où je m'assois près du tuile avec un tricot sur les genoux et je regarde la lumière tomber sur les dalles du cloître. Il m'arrive de penser à eux, à Jean-Louis, à Camille, à leur cuisine froide, à cette assiette, à cette assiette, à cette frontière. Invisible qu'ils ont franchi sans un mot un jour banal en me servant une humiliation. Ils ont cru que je ne verrais pas, mais je n'étais pas aveugle. J'étais juste fatiguée et épuisée par tant d'années à croire que le silence était la paix, que se taire était aimer, que subir était normal. Et maintenant, je ne pardonne pas. Je ne souhaite pas le mal, je ne tends pas la main, je n'attends plus rien. Je vis en paix dans cette maison lumineuse où les horloges ne sonnent plus l'heure des repas. Obligatoire, mais celle du présent. On m'a demandé récemment si je regrettais de ne pas avoir parlé plus tôt. Je ne sais pas peut-être, mais je sais que certaines choses ne peuvent être dites que dans le silence. Le vrai, celui qu'on choisit, pas celui qu'on nous impose. Là, celles qui, comme moi, ont baissé la tête trop longtemps. Je veux dire ceci, jamais trop tard pour relever la nuge. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Il n'est jamais trop tard pour s'appartenir. On peut avoir 80 ans, des os fragiles et une mémoire qui s'effiloche et garder encore assez de force pour tourner la poignée d'une porte et ne jamais revenir. Car le silence parfois est plus fort qu'un cri. Il ne cherche pas à blesser, il cherche à être entendu. Et moi, enfin, je me suis entendue. Je m'appelle Sophie et j'ai décidé de ne plus jamais être un fantôme dans ma propre vie. L'histoire de Sophie nous rappelle une vérité puissante, il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place et exiger le respect. La force ne se mesure pas au bruit que l'on fait, mais à la dignité que l'on refuse de perdre. Si ces histoires de courage et de résilience vous touchent et que vous souhaitez en découvrir d'autres, je vous invite tendrement à rejoindre notre communauté. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. La prochaine fois,